Qui dit l'élongation péristaltique dit une contraction qui va pousser le contenu gastrique et qui va le déplacer. Voilà. Quelle est l'origine de ces ondes péristatiques? Les ondes péristatiques sont dues à la présence des cellules dites des cellules pacemaker. C'est donc au niveau du cœur. Pardon? C'est comme au niveau du cœur. C'est des cellules qui sont capables de se dépolariser spontanément. C'est-à-dire, il existe à ce niveau des canaux de sodium qui sont ouverts en permanence, qui vont permettre une fuite de sodium et par conséquent, le potentiel seuil devient de plus en plus positif pour déclencher un potentiel d'action. Donc, c'est comme ça en réalité. Ici, c'est un potentiel à peu près de 60 à 60. Il se produit une fuite des ions, augmentant le potentiel membraneux, arrivant à un potentiel seuil, qui va déclencher un potentiel d'action. Voilà. Ça, c'est longuement. Ça, c'est le spike. Donc, ceci est dû à la présence des cellules pacemaker qui sont situées au niveau du tiers supérieur du corps de l'estomac. Ces cellules sont situées surtout dans la couche musculaire longitudinale et on a dit qu'ils subissent des cycles de dépolarisation et repolarisation. Des cycles de dépolarisation et de repolarisation. Donc, revenons à ce schéma. On a l'apparition au niveau de la partie moyenne de l'estomac d'une contraction qui va se propager le long de l'estomac en se dirigeant vers le corps. Elle devient de plus en plus importante quand elle arrive là, en direction vers le corps. Donc, en se propageant vers le corps, elle devient de plus en plus importante. Donc, c'est une contraction circulaire qui va intéresser toute la circonférence de l'estomac. C'est-à-dire, elle va réduire la taille. Par conséquent, elle va pousser le bol alimentaire. Voilà, remarquez ici, c'est une contraction. Elle va pousser le bol alimentaire vers le gland. À ce moment, le gland est entrouvert. Il va y avoir, sous l'effet de la pression créée par la contraction, le passage d'une toute petite quantité du contenu gastrique. Dès le passage de cette petite quantité, le gland va se fermer. Et la contraction continue et elle persiste. Elle va pousser encore le contenu gastrique qui va buter contre le gland fermé et il va revenir en arrière. Voilà. Il va revenir en arrière. C'est clair? Je reprends? Oui. Donc, on a dit qu'il existe des cellules pacemaker au niveau du tiers supérieur du corps de l'estomac. Ces cellules pacemaker vont se dépolariser et ils vont donner la naissance d'un potentiel d'action qui donne naissance à des contractions. L'importance de la contraction dépend du nombre de potentiels d'action venant après l'endement. On parle de ça, c'est le potentiel d'action. Ça, c'est un potentiel d'action. Plus que le nombre de potentiels d'action est important, plus que la contraction est puissante. D'accord? On a dit des cellules pacemaker qui vont se dépolariser spontanément,
donnant naissance à des potentiels d'action. L'importance du potentiel d'action détermine la puissance de la contraction. La contraction, elle se produit au niveau du milieu de l'estomac. Voilà. Elle progresse le long de l'estomac en direction du pylore et elle devient de plus en plus importante en se propageant. Dès qu'elle se rapproche du pylore, l'importance de la contraction, elle va refouler, elle va créer une pression qui va refouler une partie du chyme ou du contenu gastrique vers le duodénum. Le passage de cette petite quantité va entraîner une fermeture du pylore. L'onde persiste, elle va pousser toujours le contenu gastrique qui va buter contre le pylore fermé. Elle sera refoulée, le contenu sera refoulé vers l'arrière et il retourne vers le haut de l'estomac et on parle de courant axial rétrograde. Un courant axial rétrograde, c'est-à-dire il retourne vers l'arrière. C'est la contraction de l'estomac après le début du repas, 5 à 10 minutes après le début du repas. On a dit que le repos, elle possède un bonus de repos, un bonus gastrique qui est dû à la contraction permanente des fibres musculaires circulaires. Au moment des repas, il se produit au début un relâchement réceptif pour recevoir le traitement. 5 à 10 minutes après commence l'activité péristatique. Cette activité péristatique est due à la présence des ondes lentes, plutôt des cellules pacemakers qui vont provoquer une série de potentiels d'action, donnant la naissance à une contraction qui commence vers la partie moyenne de l'estomac, devient de plus en plus puissante en se dirigeant vers le pylore, ce qui va pousser une partie du chyme, une partie du contenu gastrique vers le duodénum. Le pylore se ferme, les aliments vont buter contre le pylore et ils vont retourner vers l'arrière. C'est le courant axial rétrograde. Comment cette motricité est régulée? Comment cette motricité est régulée? C'est toujours sous le contrôle du système nerveux central, suite à certains stimuli comme l'hypoglycémie, la mastication et la déglutition. Donc, quand la glycémie diminue, quand on commence à mastiquer, à déglutir, il se produit aussi l'état de la personne, c'est-à-dire le stress et l'agressivité, entraînant une stimulation du groupe qui va répondre par le nerf vague en inhibant le tonus et en augmentant le péristatisme gastrique. Donc, suite à certains stimuli comme la mastication, la déglutition et l'hypoglycémie, l'agressivité et le stress, il va y avoir une inhibition du tonus de l'estomac et un début de stimulation du péristatisme gastrique. Ceci, c'est dans la phase céphalique. C'est comme la sécrétion gastrique, dans la régulation de la motricité et la vidange gastrique, on a une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. Pour la phase gastrique, la présence des aliments au niveau de l'estomac, suite à une stimulation, donc ils vont exercer une pression sur les mécanorécepteurs, ce qui va, c'est-à-dire entraîner la distension de l'estomac, stimule les mécanorécepteurs,
Le message sera envoyé vers le bulbe qui va répondre par le parasympathique toujours en simulant le péristatisme gastrique. C'est-à-dire que, une fois que l'estomac il va renseigner le cerveau sur la présence des aliments à son niveau, le cerveau ou le bulbe va donner des ordres pour commencer de malaxer, de mélanger les aliments. C'est la phase gastrique. Pour la phase intestinale, la présence des aliments au niveau du duodénum va stimuler des chémorécepteurs. La présence de l'acidité gastrique au niveau de l'estomac. Dès le passage du contenu gastrique acide au niveau du duodénum, ça va stimuler des chémorécepteurs qui vont stimuler la cellule duodénale, entraînant la libération d'un peptide. On a dit que la cellule duodénale sécrète un peptide appelé la sécrétine. La sécrétine, suite à la présence du proton H+, la sécrétine va inhiber le péristatisme gastrique. La présence des lipides et des acides aminés, elle va aussi stimuler la cellule duodénale qui va libérer la cholécystokinine. La cholécystokinine, elle va inhiber aussi le péristatisme gastrique. Les glucides vont stimuler également la cellule duodénale qui va libérer le VIP et le GIP, entraînant également une inhibition du péristatisme gastrique. Donc, pourquoi? Lorsqu'il y a des aliments au niveau du duodénum, on inhibe la sécrétion gastrique. Donc, tout se passe pour éviter une inondation du duodénum. C'est-à-dire, nous allons voir par la suite quel est le rôle du duodénum dans la digestion. Il faut donner le temps au duodénum, il faut livrer progressivement les aliments au duodénum pour que cette portion du tube digestif puisse exercer sa fonction correcte. C'est-à-dire pour donner le temps nécessaire au duodénum à exercer son action. Donc, on a vu une phase céphalique qui pouvait intervenir l'hypoglycémie, la glycémie, la mastication et la déglutition, qui agit par le VAG qui va inhiber le tonus et il va activer le péristatisme. On a vu une phase gastrique qui fait intervenir la distension de l'estomac, qui va augmenter le péristatisme. Maintenant, les aliments sont au niveau du duodénum. Le duodénum va freiner la vidange ou le péristatisme gastrique pour éviter son inondation. Comment s'effectue la vidange gastrique? Qui dit la vidange gastrique dit que le contenu gastrique sera déversé dans le duodénum. Il existe deux théories. Une théorie classique réflexe, c'est la théorie russe, et une théorie moderne, mécanique, c'est la théorie américaine. La théorie russe, elle fait intervenir ou elle fait impliquer le rôle des aliments, c'est-à-dire la nature des aliments. Ils ont constaté que certains aliments freinent la vidange gastrique, c'est-à-dire ralentissent la vidange gastrique. Je vous donne un exemple. On a dit que l'acidité sécrète la sécrétine ou stimule la libération de la sécrétine, donc elle va inhiber le péristatisme. Les aliments acides vont inhiber le péristatisme. En particulier, les lipides aussi. Les lipides sont responsables d'une inhibition de la vidange gastrique. Les lipides peuvent rester de 12 heures à 16 heures au niveau de l'estomac. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de remonter à chaque fois à la surface du contenu gastrique, c'est-à-dire qu'on a pris un repas copieux, riche en lipides, l'estomac évacue son contenu gastrique progressivement vers le duodénum. Avant l'évacuation complète, la personne prend de l'eau et il y aura
le lipide vont remonter de nouveau à la surface. Ceci retarde leur évacuation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils vont inhiber la vidange gastrique et par conséquent, ils vont rester longtemps au niveau de l'estomac. C'est pour cette raison, chez les sujets présentant des dyspeptiques, c'est-à-dire les sujets qui ont un problème dans la vidange de l'estomac, les sujets qui ont une sensation de lourdeur après le repas, l'estomac-là, les aliments ne sont pas digérés. Donc, ces sujets, il faut éviter de prendre des repas très riches en lipides, les repas copieux, parce que ça va aggraver la situation. Et on parle de troubles dyspeptiques. C'est les troubles dyspeptiques. Donc, les Russes ont incriminé la nature des aliments. Des aliments accélèrent la vidange et des aliments, bien sûr, un aliment liquide qui va passer rapidement, un aliment solide reste plus de temps au niveau de l'estomac. On a dit que les lipides aussi restent beaucoup de temps au niveau de l'estomac. Maintenant, pour la théorie américaine, c'est la théorie moderne qui inclut la pression entre le duodénum et le pylore. Le pylore reste en situation entrouverte, en position entrouverte, c'est-à-dire à moitié ouverte. Quand la pression au niveau de l'estomac est supérieure à la pression duodénale, les liquides ou le contenu gastrique va passer de l'estomac vers le duodénum. Dès que la pression duodénale augmente, le pylore se perd. Donc, il se produit une vidange progressive. Fermeture, ouverture, augmentation de la pression gastrique, le passage du contenu vers le duodénum, augmentation de la pression duodénale, fermeture du pylore, et vice-versa, jusqu'à la vidange totale du contenu gastrique. Tout se passe pour éviter l'inondation de l'intestin par l'excès des aliments. C'est clair? C'était clair? Passons maintenant à l'estomac, au duodénum, qui est la première portion de l'intestin. C'est la première portion de l'intestin qui possède une forme d'anneau. Vous remarquez qu'il provient juste après l'estomac. Il est lié à un organe dit le pancréas. Le pancréas est enclavé dans le duodénum. Pardon? Il est enclavé dans le duodénum. Ceci, c'est pour recevoir la sécrétion pancréatique. Donc, vous remarquez ici qu'il y a deux canaux en haut et en bas qui vont s'aboucher au niveau du duodénum. En plus de son rôle dans la régulation de la vidange gastrique et dans la régulation de la sécrétion gastrique, par la libération des peptides qui sont la sécrétine, la CCK, puis GIP, il régule la sécrétion gastrique et la motricité et la vidange gastrique. C'est aussi le lieu où il y a la libération de deux sécrétions importantes, la sécrétion pancréatique et la sécrétion biliaire. La sécrétion pancréatique, comme son nom indique, elle provient du pancréas, et la sécrétion biliaire, elle provient du foie. Quel est le rôle de ces sécrétions? Comment ils sont libérés au niveau du duodénum? Nous allons le voir à la suite. Donc, commençons par la sécrétion pancréatique. On a dit que le pancréas est un organe situé au-dessous de l'estomac. Il possède
une forme à peu près triangulaire. Il est en contact direct avec le duodénum par un canal qu'on appelle le canal de Wilson, qui s'abouche directement au niveau du duodénum par l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater, normalement, elle est fermée par un sphincter qu'on appelle le sphincter montille. Ceci, c'est pour réguler la libération du contenu concret. C'est une glande mixte. Qui dit mixte dit elle possède une sécrétion endocrine et une sécrétion exécutive. Une sécrétion endocrine, c'est la libération des hormones responsables de la régulation de la glycémie, qui sont l'insuline et le glucagon. Une hormone qui diminue la concentration du glucose au niveau du sang, et on parle d'une hormone hypoglycémiante, et l'autre, elle augmente la concentration du glucose au niveau du sang, et on parle d'une hormone hyperglycémiante. L'altération de la fonction de ces deux hormones sera responsable d'une maladie qu'on appelle le diabète. Donc, la sécrétion endocrine est assurée par les îlots de l'endorphins qui libèrent l'insuline et le glucagon. À côté des îlots de l'endorphins, il existe des cellules acineuses représentées en jaune et des canaux sécréteurs. Ça, c'est la cellule. C'est les acides. Et ça, c'est le canal sécréteur. Nous allons voir la sécrétion pancréatique. La sécrétion, le pancréas, dont la sécrétion exocrine est responsable de la libération d'enzymes, c'est-à-dire il y a une sécrétion enzymatique et une sécrétion hydroélectrolytique. Une sécrétion enzymatique est assurée par les cellules acineuses. Ces enzymes vont entrer dans la digestion des aliments. Et une sécrétion hydroélectrolytique, et en particulier bicarbonatée, qui se fait par les canaux sécréteurs. Commençons par la sécrétion hydroélectrolytique. Le pancréas sécrète un suc, on appelle le suc pancréatique. Le suc pancréatique possède une structure qui ressemble au plasma dans la sécrétion primaire. Puis il va subir des modifications, il va s'enrichir en bicarbonate. Pourquoi? Pour tamponner l'acidité gastrique. Donc, toujours à partir du CO2 de l'H2O sous l'action de l'anhydrase carbonique, il y a la formation des bicarbonates et du proton H+. C'est à peu près l'inverse de la sécrétion d'HCl au niveau de l'estomac. Le proton H+ va passer dans la circulation en échange avec le sodium et les bicarbonates vont sortir vers la lumière duodénale, ou si vous voulez, vers la lumière du canal sécréteur en échange avec le corps, qui va subir un recyclage. C'est-à-dire qu'il va ressortir par un canal, il va repasser dans la cellule en échange avec les bicarbonates. Ce canal est sous la dépendance de la sécrétine, qui est un peptide libéré par le duodénum. L'altération du fonctionnement de ce canal est responsable d'une maladie qu'on appelle la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie comme son nom indique. Muco, c'est mucus. Viscidose, c'est la viscosité. C'est une diminution de la viscosité du mucus. Si le mucus n'est pas visqueux, donc il va entraîner des obstructions au niveau des canaux de l'organisme, en particulier au niveau des branches, parce qu'il y a une production du mucus au niveau des branches. Si le mucus n'est pas visqueux, il va entraîner des obstructions au niveau des branches, ce qui entraîne des bronchites. Donc, le canal de chlore est responsable d'une maladie appelée la mucoviscidose, qui est une maladie qui
qui se définit par une diminution de la sécrétion du mucus. C'est la sécrétion hydroélectrolytique. On a dit que c'est une sécrétion qui ressemble au plasma. Dans la sécrétion primaire, elle s'enrichit en bicarbonate au fur et à mesure pour tamponner l'activité sucrée. Les enzymes pancréatiques. On a dit qu'il existe une sécrétion hydroélectrolytique. Maintenant, une sécrétion enzymatique assurée par les cellules acineuses. Il existe plusieurs enzymes qui sont sécrétées par la cellule acineuse, à savoir trypsinogène, hémotrypsinogène, procarboxypeptidase A et B, proélastase, l'amylase, la lipase, la propolipase et les prophospholipases. Si vous remarquez ici que c'est le catabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Même l'ARN, il y a une ribonucléase et des oxynucléases pour la dégradation de l'ARN et de l'ADN. Mais si vous remarquez, ils sont libérés sous forme inactive. Pourquoi ils sont libérés sous forme inactive? Pour éviter la digestion au niveau du pancréas. L'autodigestion de la glande par ses propres enzymes. Donc, on a les trypsinogènes qui sont libérés par le pancréas. Ils sont activés au niveau du duodénum en présence bien sûr d'un sucre alcalin et en présence des entérokinases intestinales qui vont transformer les trypsinogènes en trypsine. La trypsine, c'est une endopeptidase. Qui dit une endopeptidase, c'est-à-dire elle va agir au milieu de la chaîne des peptides. La chaîne des protéines, c'est une chaîne longue d'acides aminés liés. Elle va agir au milieu, pas aux extrémités. Elle va libérer des polypeptides. Les hémotrypsinogènes qui sont activés, la trypsine, quand elle est activée par les entérokinases, elle va activer le reste des enzymes et elle va renforcer son activation. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est activée, elle va activer d'autres molécules pour donner plus de trypsine et elle va activer le reste des enzymes. Elle est activée au niveau du duodénum. Donc, les hémotrypsinogènes sous l'effet de la trypsine vont avoir la libération des hémotrypsines, qui sont aussi des endopeptidases qui vont libérer des polypeptides à partir du protéines. Les procarboxypeptidases A et B qui seront transformées sous l'effet de la trypsine en carboxylase A et B, qui sont des exopeptidases. Qui dit exopeptidase, ils vont agir sur les extrémités, ils vont libérer des acides aminés, des dits et des tripeptides. Proélastase activée par la trypsine dans l'élastase, qui est une endopeptidase, elle va libérer aussi des peptides. Collagénase, qui agit sur le collagène et elle va libérer aussi, parce que le collagène c'est une protéine, elle va libérer aussi des peptides. L'amylase, on a parlé de l'amylase salivare. Il existe aussi l'amylase pancréatique, appelée aussi alpha-1,4-glucosidase. Elle va agir sur l'amidon pour donner des oligosaccharides, maltose, maltodextrose. La lipase, elle agit sur les triglycérides. Elle va donner le glycérol, les acides gras et les monoglycérides. La procolipase, activée par la trypsine, pour donner la colipase qui protège la lipase. C'est comme un cofacteur. La prophospholipase, activée par la trypsine, donne la phospholipase qui agit sur la lecithine et elle va la réparer. Les ribonucléases et les désoxyribonucléases, ils vont agir sur l'ADN et l'ARN pour libérer les nucléosides. C'est clair? Comment la sécrétion pancréatique est
hormonale et une régulation nerveuse. Une régulation nerveuse fait intervenir le système vague. C'est toujours le parasympathique en libérant l'acétylcholine qui va agir sur un récepteur situé au niveau de la cellule acineuse. Le récepteur est appelé M3. Vous avez vu l'interaction ligand-récepteur. Donc l'acétylcholine va se lier au récepteur M3 et il va stimuler. S'il agit sur la cellule acineuse, il va augmenter la sécrétion enzymatique. Donc il va activer la sécrétion enzymatique. Il existe aussi la CCK, la cholécystokinine, qui est synthétisée par la cellule duodénale. Elle va agir sur toujours la cellule acineuse pour augmenter la sécrétion enzymatique. Maintenant, la sécrétine, on a vu dans le schéma précédent de la sécrétion hydrobicarbonatée du pancréas, on a dit que le canal de Bloch est sous la dépendance de la sécrétine. Donc la sécrétine, elle va agir sur le canal sécréteur pour stimuler la sécrétion hydrobicarbonatée. Donc elle va stimuler la libération du sodium et des bicarbonates. L'acétylcholine, ou si vous voulez dire le VAC, il va stimuler la sécrétion enzymatique. Pour la régulation hormonale, la CCK stimule la sécrétion enzymatique, la sécrétine stimule la sécrétion hydroélectrolytique. On a dit que la CCK et la sécrétine sont stimulées en présence des aliments au niveau du duodénum. La présence des aliments sera détectée par des chémorécepteurs qui vont libérer ces substances, qui vont passer le message au pancréas. Le contenu gastrique est là, il faut le digérer, elle va libérer la sécrétion hydrobicarbonatée nécessaire à l'activation des enzymes pancréatiques et des enzymes pancréatiques qui vont commencer la digestion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un obstacle au niveau de la sphincter de Vater? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un obstacle ici? S'il y a un obstacle à ce niveau, le contenu gastrique, le contenu du sucre pancréatique ne peut pas passer vers le duodénum. Et il va rester plus de temps au niveau du pancréas. Il se produit une activation des enzymes et une dégradation ou une digestion de la glande par ses propres enzymes. Et on parle dans ce cas de la pancréatite aiguë. Cet obstacle peut être un calcul. Un calcul qui provient de la vésicule biliaire. On a dit que la bile produite au niveau du foie, elle sera déversée par le même orifice au niveau du duodénum. C'est-à-dire qu'ils ont un conduit en une toute petite partie ou un lieu de passage en commun, la sécrétion biliaire et la sécrétion pancréatique. Si le calcul formé au niveau de la vésicule biliaire migre le long du cholédoque et il sera enclavé au niveau de l'ampoule de Vater, il va empêcher le passage de la bile et le passage du sucre pancréatique. Et par conséquent, une pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë est une maladie grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient, d'où la nécessité d'une hospitalisation. Et pour ces personnes, il faut une alimentation parentérale. Il dit une alimentation parentérale, c'est-à-dire on fait un abord au niveau de la jugulaire et on passe les aliments par là. Qui dit les aliments, on ne va pas passer les aliments, on va passer les éléments nutritifs. Et la personne ne peut pas manger la durée de ce traitement peut aller jusqu'à un mois. Pourquoi elle ne peut pas manger? On a dit la présence des aliments au niveau du duodénum stimule la sécrétion pancréatique. Donc, il ne faut pas stimuler la sécrétion pancréatique. Il faut mettre le tube digestif
Au repos, il faut réaliser une alimentation parentéral et traiter la personne. Ensuite, il faut agir à froid, c'est-à-dire après refroidir la pathologie et intervenir pour enlever le calcul qui a obstrué la voie pancréatique. Qui peut être lithiase. Des questions? Des questions? J'étais claire? C'est clair? Oui? Qu'est-ce qui peut activer les enzymes? On a dit que c'est la critique qui les active, mais Oui. elle est active au niveau du duodénum. Oui? Alors, qu'est-ce qui peut activer au niveau du pancréas? C'est pas encore déterminé. Parce qu'il peut exister des enzymes qui peuvent activer le sucre pancréatique au niveau du pancréas. Il n'y a pas uniquement les entérokinases. C'est aussi la durée de séjour des enzymes pancréatiques au niveau du pancréas. Ils vont rester longtemps au niveau du pancréas et ils seront activés. D'accord? D'autres questions? Des questions? C'est clair? Donc, vous pouvez disposer. Je vous remercie et je vous souhaite un bon courage. Merci. Au revoir.